Bonjour et bienvenue dans ce 4e volume du cours de dessin pour débutants. Cette seconde leçon en vidéo du cours Ombre et Lumière est consacrée à la lumière. Dans cette leçon, vous allez étudier les principales caractéristiques de la lumière ainsi que celles des ombres qui sont engendrées par la source lumineuse sur des volumes. Vous apprendrez ainsi comment la lumière interagit avec les divers types de formes afin de pouvoir restituer ces effets produits dans vos dessins. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Depuis très longtemps, la transcription de la lumière a été l'une des principales préoccupations des peintres. Mais avant de voir comment vous pouvez transcrire les effets de la lumière dans vos dessins, il serait bon que je vous donne quelques indications sur ce qu'est la lumière et la façon dont nous la percevons. Qui dit lumière dit également ombre. Je vais donc commencer par apporter une précision en ce qui concerne cette notion. On a en effet souvent tendance à penser que l'ombre est produite par la lumière. C'est une erreur, ou du moins une mauvaise interprétation de la réalité. En réalité, l'ombre n'est qu'une absence de lumière. L'obscurité est toujours présente et la lumière ne fait donc que la faire reculer. Ainsi, lorsque vous êtes dans un endroit privé de lumière, il vous est impossible de percevoir ce qui vous entoure. Mais dès que la lumière vient baigner l'endroit, même en infime quantité, tout devient visible. Vous êtes alors capable de voir les objets, vous percevez leur forme, leur relief, mais également leur couleur et la matière qui les compose. Ces objets sont en fait visibles parce qu'ils renvoient une partie de la lumière vers vos yeux. Lorsque les rayons lumineux frappent une surface, certains sont absorbés par l'objet et d'autres renvoyés vers notre œil. La lumière pénètre alors dans notre œil par l'ouverture de la pupille qui peut se dilater ou se contracter en fonction de la quantité de lumière qui lui parvient. Les rayons lumineux convergent ensuite vers la rétine qui contient deux types de cellules photoréceptrices, les cônes et les bâtonnets. Ces cellules vont interpréter la lumière selon deux caractéristiques, l'intensité lumineuse et les couleurs. Les 6 millions de cônes présents sur notre rétine jouent un rôle fondamental dans la perception des couleurs. Ce cours étant consacré à l'étude des ombres et lumières, je ne vais pas détailler davantage le rôle des cônes que je développerai dans les cours concernant la couleur et les techniques de peinture. Les cellules photoréceptrices qui nous intéressent sont surtout les bâtonnets, qui ne perçoivent pas les couleurs, mais sont très sensibles au contraste lumineux. Ces derniers étant 125 millions, donc largement plus nombreux que les cônes, vous comprendrez aisément qu'il est très important de restituer les contrastes lumineux dans un dessin. Pour vous en convaincre, observez l'image en noir et blanc qui s'affiche à l'écran. Le fait que cette image soit privée de couleur n'a aucune incidence sur votre capacité à identifier ce qu'elle représente. La même image en couleur ne vous renseigne pas davantage que la précédente sur les reliefs des divers éléments visibles. De plus, même en appliquant des couleurs de manière aléatoire sur l'image monochrome, nous continuons à parfaitement identifier les divers éléments. La restitution de la lumière, et par conséquent celle des ombres, est ainsi suffisante pour nous permettre d'identifier les éléments, mais aussi nous procurer une totale sensation de volume et de profondeur. Mais revenons à présent à la lumière qui est captée par nos yeux. La lumière est en fait le nom commun qui est donné aux rayons lumineux, ou plus exactement aux ondes électromagnétiques dont ils sont composés. Nous avons un aperçu de la décomposition des rayons lumineux lorsque nous observons un arc-en-ciel après la pluie. Ce que nous nommons lumière correspond donc à ces ondes électromagnétiques, notamment celles qui sont visibles par l'œil humain, c'est-à-dire celles dont la longueur est comprise entre 380 et 780 nanomètres. Ces deux longueurs d'onde extrêmes correspondent respectivement au rayonnement ultraviolet et aux infrarouges du spectre. En deçà et au-delà de ces longueurs, les ondes électromagnétiques ne sont plus visibles par l'œil humain. La notion de lumière est donc intimement liée à celle de couleur. Néanmoins, pour étudier la lumière en dessin, il est préférable de mettre de côté les notions spécifiques à la couleur, comme la teinte et la saturation. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur la caractéristique essentielle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la luminosité.
La luminosité correspond aux variations des valeurs comprises entre le blanc et le noir. En réalité, il n'existe que deux valeurs que sont le noir et le blanc. Les gris compris entre ces valeurs extrêmes ne sont en fait pas des valeurs, mais des couleurs de teinte et de saturation presque nulles. Cependant, par commodité, nous allons considérer que le terme valeur s'applique aux gradations des différentes nuances comprises entre le blanc et le noir. Le blanc est ainsi perçu lorsque la totalité des rayons émis par la source lumineuse est renvoyée vers notre œil par l'objet. Cette valeur, qui est constituée de la totalité du spectre lumineux, de l'ultraviolet à l'infrarouge, se nomme la lumière blanche. Le noir, quant à lui, c'est l'absence totale de lumière. C'est ce que nous percevons lorsque la totalité du spectre lumineux est absorbée par l'objet et qu'aucun rayon n'est retourné vers notre rétine. Le blanc et le noir ne sont cependant que deux valeurs extrêmes qui n'existent pratiquement pas dans la nature. Bien souvent, ce que nous qualifions de blanc, comme du tissu, du lait ou un objet en porcelaine, s'avère simplement être d'une teinte très claire. Les éléments perçus comme blancs sont en réalité des gris clairs, légèrement colorés de bleu, de mauve, d'ocre ou d'orangé. C'est également le cas pour le noir, un sujet que nous qualifions de la sorte n'est bien souvent que d'une teinte très sombre. Pour percevoir ces couleurs très sombres, c'est un peu plus délicat que pour les blancs colorés, mais si vous observez attentivement, vous ne manquerez pas d'y déceler des nuances de brun, de bleu ou de vert. Nous avons en effet besoin de lumière pour bien percevoir les couleurs. Nous les percevons donc plus difficilement dans le cas de teintes très sombres. En fait, les reliefs d'un élément qui absorberait la totalité des rayons lumineux ne seraient plus visibles. C'est ce que l'on obtient avec le Vantablack, une matière faite de nanotubes de carbone qui absorbe plus de 99% de la lumière visible. Ainsi, lorsque le Vantablack est appliqué à un objet en 3 dimensions, il n'est plus possible de discerner ses reliefs et il semble devenir bidimensionnel. Cette petite démonstration avec le buste recouvert de Vantablack montre bien l'interaction entre la lumière et la perception des volumes. Mais voyons à présent ce qui se produit lorsqu'une source de lumière est dirigée vers des objets classiques. La lumière est donc constituée d'ondes électromagnétiques qui se déplacent toujours en ligne droite. Ainsi, elle ne peut qu'illuminer ce qui se trouve sur son chemin. Pour mieux comprendre de quelle façon la lumière interagit avec les objets, il faut commencer par observer l'effet qu'elle produit sur une forme. Observez cette bande de papier constituée d'un gris neutre et que j'ai divisée en 9 segments. Lorsque cette bande de papier est posée à plat sur une surface, les valeurs de gris ne varient pas, car toute la bande a la même orientation par rapport à la source de lumière. Par contre, lorsque cette bande grise est courbée vers l'extérieur, vous constaterez que les facettes changent de valeur en fonction de leur orientation par rapport à la lumière. La face qui est la plus proche, mais aussi la plus perpendiculaire aux rayons lumineux, est perçue comme la plus claire. Ce principe est valable pour toutes les formes constituées de faces délimitées par des arêtes franches, comme un cube ou tout autre volume de ce type. La valeur perçue sur les diverses faces dépend de leur orientation par rapport à la source lumineuse. Ainsi, sur ce cube, l'on retrouve une face fortement éclairée qui a une valeur claire, une face partiellement éclairée légèrement plus sombre, et celle dans l'ombre avec une valeur encore plus foncée. De la même façon, sur un hexaèdre, chaque face a une valeur correspondant à son orientation par rapport à la source lumineuse. Le même phénomène se produit sur des formes arrondies, mais contrairement aux formes présentant des faces marquées, la transition entre la lumière et l'ombre est alors progressive. La longueur de cette transition entre la lumière et l'ombre dépend de l'intensité de la courbure de la forme. Sur une forme présentant une courbe abrupte, la transition sera rapide et l'ombre et la lumière se côtoieront. En revanche, plus la courbe est douce, plus la transition entre l'ombre et la lumière sera lente. Les ombres graduelles, ainsi produites par le détournement progressif de la forme par rapport à la lumière, sont appelées les ombres propres ou ombres de forme. Il existe également un autre type d'ombre appelé ombres portées, qui sont le résultat non plus d'un détournement progressif des formes, mais d'un obstacle aux rayons lumineux. Ainsi, un objet faisant obstruction à la lumière provoquera une ombre portée sur les surfaces entourant celle-ci, notamment sur le support sur lequel il est posé.
Cependant, on ne retrouve pas uniquement les ombres portées à l'extérieur du sujet, mais également sur le sujet lui-même. En effet, de nombreuses parties saillantes d'un objet peuvent également faire obstacle à la lumière, projetant une ombre portée sur les parties adjacentes. Au-delà de leur nom et de leur origine, ces deux types d'ombres ont des aspects très différents. En raison de l'arrêt brutal des rayons, les ombres portées sont dures et présentent des limites plus franches que les ombres propres qui sont douces et progressives. C'est en restituant ces particularités dans vos dessins qu'ils procureront aux spectateurs une véritable sensation tridimensionnelle réaliste. Il existe enfin un autre phénomène qui apportera à vos dessins un effet de volume sans pareil, c'est celui de la lumière réfléchie. Les rayons lumineux voyagent en ligne droite jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle. Une partie des rayons qui se dirigeaient vers l'objet vont ainsi soit rebondir, soit être absorbés. Cependant, tous les rayons ne vont pas heurter l'objet, certains vont passer à côté et ainsi continuer leur périple jusqu'à ce qu'ils rencontrent un autre obstacle. En percutant une surface environnante, les rayons réagissent de la même façon que ceux qui ont frappé l'objet. Certains sont absorbés et d'autres rebondissent. Ces rayons renvoyés produisent ainsi une nouvelle source lumineuse à l'opposé de la source originale. Ce phénomène, dit de lumière réfléchie, apporte donc un peu de lumière dans l'ombre. L'intensité de cette lumière réfléchie dépend de la valeur de l'objet réfléchissant. Plus la surface est claire, plus le retour de lumière est intense. Ainsi, un support blanc produira une lumière réfléchie plus forte qu'un autre plus sombre. De la même façon, selon la distance à laquelle est placé l'élément qui réfléchit la lumière, l'intensité de la lumière réfléchie sera plus ou moins intense. Cependant, quelle que soit l'intensité de la lumière réfléchie, elle ne pourra jamais produire des zones aussi claires que celles qui sont frappées directement par la source lumineuse d'origine. C'est une erreur que font souvent les débutants qui ont tendance à considérer les valeurs des zones soumises à la lumière réfléchie plus claires qu'elles ne sont en réalité. Mais je reviendrai sur la notion de perception relative des valeurs dans la prochaine leçon. Pour éviter le piège que représente la lumière réfléchie, souvenez-vous que ce n'est pas vraiment une lumière, mais une ombre claire. La lumière réfléchie engendre également un autre phénomène visuel. Comme elle éclaire une zone qui est dans l'ombre, et que celle-ci devient une ombre claire, la partie de l'objet présentant l'ombre la plus dense n'est donc pas située à l'opposé de la source, mais à proximité de la zone de lumière. Précisément là où se produit le basculement de la lumière à l'ombre. Cet endroit, appelé la crête ou la bosse de l'ombre, ou encore le terminator, est en fait la partie de l'ombre propre qui présente la valeur la plus sombre. Les étudiants des ateliers d'art du XIXe siècle avaient surnommé cette zone la ligne des punaises. En effet, à cette époque, les ateliers étant souvent insalubres, les étudiants avaient ainsi tout le loisir de constater que ces insectes, détestant la lumière, s'agglutinaient à la limite des ombres. Mais je reviendrai dans une prochaine leçon sur le Terminator et la façon dont il va vous aider à retranscrire correctement les ombres et lumières d'un sujet. Pour l'instant, contentez-vous de garder en mémoire que cette ligne correspond au basculement de l'ombre à la lumière. Voilà, cette leçon sur les principales caractéristiques de la lumière est à présent terminée. Je vous invite donc à passer à la vidéo suivante afin de mettre en pratique les notions étudiées au travers de divers exercices.